Bonsoir tout le monde, en ce moment tragique de l'histoire, mais qui dit tragique dit aussi chance plus grande de sursaut et de tracer une nouvelle voie. Alors je veux commencer ce soir par ceux qui, dans le sens inverse, essayent de nourrir le pessimisme dans lequel nous nous trouvons avec un cynisme criminel. C'est le rapport prospectif sur l'état du monde de la CIA américaine. Ce que nous dit la CIA, c'est d'abord que ce qui nous guette, c'est l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine vers une confrontation militaire entre la Russie et l'Occident. C'est la plus grande menace qui pèse sur le monde depuis des décennies. Alors c'est une terrible hypocrisie parce que ceux qui disent cela, ce sont ceux qui ont créé cette situation. Ce sont ceux qui ont créé cette menace. Ensuite, le rapport de la CIA nous dit « La communauté du renseignement prend le risque d'avancer sur une date plausible, un créneau plutôt, sur une guerre entre les États-Unis et la Chine, après la guerre d'Ukraine. L'affrontement peut avoir lieu, disent-ils, d'ici à 2027, c'est-à-dire dans l'immédiat, puisque les États-Unis y ont intérêt avant que la Chine s'arme davantage. Et en plus, la CIA rajoute, dernière menace, les pays du monde entier restent vulnérables à l'émergence d'un nouvel agent pathologique susceptible de provoquer une nouvelle pandémie dévastatrice. Prophétie autoréalisatrice, je ne sais pas, mais en tout cas, on le dit comme ça, froidement, et ce serait l'occasion en tout cas d'imposer à nouveau des mesures liberticides, chaque fois pires. Alors nous sommes aujourd'hui au moment où le barrage de Nova Kakhovka a sauté. Destruction du barrage qui menace de priver d'irrigation les régions agricoles les plus fertiles du pays. Alors il y a toutes sortes de discussions sur cela. Certes, le barrage était miné par les Russes. Certes, l'on dit qu'en inondant la région, cette région-là, on pourrait ralentir ou empêcher la contre-offensive ukrainienne. Mais les Russes répliquent qu'on détournerait, c'est les Ukrainiens qui l'ont fait, pour détourner du fait que leur contre-offensive, ils ne pouvaient pas l'organiser parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors on en est là, dans cette boucherie qu'est la guerre d'Ukraine, qui ressemble à la guerre de 14-18, entre la France et l'Allemagne, dans les tranchées. Dans cette boucherie-là, le pire ressort. Côté ukrainien, on injurie encore davantage les Russes. Certains ont dit les Russes ne sont bons qu'à tuer. Et côté russe, on dit c'est sans doute quelque chose qui a été fait pour que l'eau s'écoulant vers la mer, l'intérieur de la rivière, en amont, soit plus sec et que les Ukrainiens puissent passer par le haut. Bon, on peut faire plusieurs scénarios. Moi, je ne sais pas exactement qui a fait cette chose, mais je vois qu'elle s'inscrit dans un contexte général dans lequel ces choses vont arriver de plus en plus si on n'arrête pas ces guerres, si on n'impose pas la paix. Alors, côté russe, c'est aussi les guerres intestines, comme en Ukraine, où les Wagner ont arrêté un lieutenant-colonel qui s'appelait Roman Venevitin de l'armée russe. Donc les Wagner contre l'armée russe, les Wagner contre les soldats tchétchènes de Kraïmov, et Konstantin Zatouline, qui est premier vice-président de la commission de la Douma d'État sur les affaires de la communauté des États indépendants. Il a déclaré « Quelle Ukraine avons-nous besoin ? L'opération militaire spéciale n'a atteint aucun de ses objectifs fixés par Vladimir Poutine. Et la Russie ne parviendra pas à prendre le contrôle de l'Ukraine à cause du soutien de l'Occident. » Alors après, il a retiré ses propos. Mais on a ces guerres internes qui se poursuivent et à l'intérieur de l'Ukraine et à l'intérieur de la Russie. Donc, il faut que cette situation prenne fin. Et là, Erdogan, élu,
s'est entretenu avec Poutine en demandant qu'il y ait une commission internationale sur la destruction du barrage de Kakhovka. Même chose qui avait été demandée par la Russie en particulier sur le Nord Stream. Et vous savez qu'on n'a abouti à rien sur le Nord Stream, parce qu'on ne veut pas chercher la vérité. Là aussi, il faut forcer les différents intéressés à avoir une commission qui soit indépendante et qui cherche la vérité sur ce qui s'est passé. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu'il fallait une enquête internationale. Eh bien, prenons-la au mot, faisons cette enquête et créons des conditions où on puisse arrêter cette boucherie. Vous savez que les Indonésiens ont proposé, le ministre des Affaires indonésienne a proposé qu'il y ait un couloir avec un cessez-le-feu de 15 km de chaque côté avec les soldats des Nations Unies dans ce couloir. Et Zelensky et les Ukrainiens ont refusé en disant ça c'est le plan russe, il ne faut pas geler la situation. Donc on en est là où une puissance nucléaire comme la Russie ne peut pas se permettre d'être battue dans une guerre de cette nature. Et l'Ukraine, soutenue par les États-Unis et les Occidentaux, aussi, dans une fuite en avant, va en guerre. Donc, en tant que telle, la situation paraît impossible à résoudre. Elle ne peut être résolue qu'à un niveau plus élevé. Je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, les pays les plus va-t-en-guerre, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, et qui sont les pays des 9 du groupe de Bucarest, en particulier les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, eux disent on va saisir l'occasion de la réunion de l'OTAN à Vilnius, les 11 et 12 juillet, la réunion à Vilnius, qui est en Lituanie, qui est le pays le plus va-t-en-guerre, donc voilà l'OTAN qui se réunit dans le pays le plus va-t-en-guerre, pour décider d'avoir une politique encore plus offensive en Ukraine. Et si les F-16 étaient livrés à l'Ukraine? L'Ukraine n'a pas de logistique pour les faire décoller ou les entretenir. Donc, ils devraient probablement décoller d'ailleurs. Ou alors, il faudrait très vite remettre en état les aéroports ukrainiens que les Russes peuvent bombarder. Donc, on ne voit pas comment les Ukrainiens pourraient utiliser ces F-16. Et d'autre part, ils n'ont pas les pilotes, ils n'ont pas la logistique. Alors, il y a les hypocrites, comme nous autres Français, qui disons nous n'avons pas de F-16, mais on va faire un entraînement de portée générale de pilotes ukrainiens, et après, les autres États utiliseront ces F-16 pour entraîner les pilotes ukrainiens qui, à ce moment-là, pourront être pilotes. Mais ça prendra trop longtemps. Donc la seule hypothèse, c'est les F-16 partant d'ailleurs que de l'Ukraine, ou dans des territoires de l'extrême ouest ukrainien, protégés nécessairement par des forces antiaériennes fournies par l'OTAN, donc implication encore plus grande de l'OTAN, et avec pour pilote, si on veut les utiliser très vite, des mercenaires fournis par l'OTAN. Donc voilà la situation. Et dans cette situation, il y a eu de grandes manœuvres en Roumanie, mimant la traversée d'une rivière, en l'espèce là-bas le Danube, avec une manœuvre de 2500 soldats d'une douzaine des pays de l'OTAN et 3000 soldats américains envoyés en quelques jours en Pologne. Donc il y a une expérimentation sur place de la guerre. Et ce que dit un lieutenant-colonel français, cité dans Le Monde, Mathieu, il dit je suis à la tête de 350 soldats français dans cette affaire, mais on ne désigne pas clairement l'ennemi, mais cela pourrait bien être l'armée russe. Donc évidemment que c'est un exercice contre la Russie, en vue précisément de la réunion de Vilnius du 11 et 12 juillet pour aller plus loin. Pour aller plus loin dans ce qu'on appelle un dispositif de défense et de dissuasion de l'Ukraine. Mais en même temps, l'Ukraine a envoyé à Belgorod et ailleurs, sur le territoire russe, des groupes de soldats russes de nationalité, mais qui étaient vraiment, selon l'avis général, et reconnus comme tels, et eux-mêmes le disent, des néo-nazis, qui ont envahi le territoire russe en tant que Russes, mais en réalité, c'est des soldats qui se battaient au sein de l'armée ukrainienne. Donc, voilà la situation de série de provocations, et il faut bien voir que dans ce déploiement qui a lieu donc en Roumanie, dans ce déploiement en Roumanie à Bordousani, dans ce déploiement,
l'armée française est sous la dépendance des moyens logistiques américains. Les Français n'ont pas apporté à Bordousani leurs moyens de franchissement de la rivière, mais ils comptent sur les Américains pour transporter par ferry les chars Leclerc impliqués dans l'opération. Donc c'est très clair qu'il y a une intégration au sein de l'OTAN. Et voilà qu'à Bratislava, Emmanuel Macron, et ensuite à Chisinau, en Moldavie, Emmanuel Macron a déclaré « Voilà, il faut que la Russie accepte sa défaite, l'Ukraine ne sera pas conquise et l'agression russe est un échec géopolitique. » Et il a ajouté « Il nous faut aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace, car ce qui se joue dans les prochains mois, c'est la possibilité même d'une paix choisie et donc durable, qui ne peut qu'être fondée sur les choix des Ukrainiens. » Donc ça veut dire que les Ukrainiens doivent récupérer la Crimée et le Donbass, ce qui est impossible. Donc voilà Macron qui a adopté toutes les thèses des va-t-en-guerre. Et c'est en ce sens une complaisance vis-à-vis des pays de l'Est européen, qui sont partisans du nucléaire comme lui, dans le civil, et dont il veut s'attirer les faveurs. Alors, de plus, il a rendu un hommage à nos amis américains qui ont fourni l'assistance militaire dissuasive à Kiev. Donc voilà, on avoue qu'on a besoin qu'on se situe avec nos amis américains. Et la veille à Bratislava, la veille d'aller à Chisinau, en Moldavie, Macron a déclaré « Il faut accepter d'avoir une union élargie, géopolitique, et que quelques-uns de ses membres décident d'avoir une politique beaucoup plus communautaire. » Donc ça veut dire une intégration européenne. Mais en réalité, cette intégration européenne, elle va plus loin que l'Union européenne, puisque ce qui réunissait à Chisinau, en Moldavie, c'était le deuxième sommet de la communauté économique, la communauté politique, européenne, avec environ 45 chefs d'État. Donc c'est la forme élargie de la coopération européenne contre la Russie, très clairement. Et de plus, comme le remarquent beaucoup d'experts, cette Europe-là n'est pas une Europe qui a son indépendance, qui a ses propres armes. Des pays comme l'Allemagne et la Finlande ont acheté le F-35 américain et pas le Rafale. Les données de notre propre pays vont, celles du ministère de la Défense, notre propre ministère, chez Microsoft. Donc on dépend par les données, on dépend par les pièces détachées, on dépend par les composantes des forces américaines. Et on peut dire que de ce point de vue, l'Union européenne, qui est pratiquement maintenant sous la dépendance, elle sera encore davantage après Vilnius, sous la dépendance de l'OTAN, l'Union européenne est une sorte d'annexe militaire de Lockheed Martin, de Raytheon, de General Dynamics, de Northrop Grumman, de toutes ces sociétés américaines qui sont celles qui marchent si bien en bourse parce qu'elles sont dans le réarmement. Donc c'est un monde entier qui bascule vers ce réarmement. Et quand Emmanuel Macron, qui s'y est rallié de fait, est en train de nous dire « Oui, je suis contre l'installation de l'OTAN au Japon, contre un bureau de l'OTAN au Japon », il a raison. Mais quelle autorité peut-il avoir si par ailleurs il se rallie complètement au système de l'OTAN? Alors, par rapport à la pensée de ces gens-là, qui est géopolitique, qui n'est pas une pensée de développement économique mutuel, elle est géopolitique, elle est basée sur l'idée de possession et de domination de l'autre. C'est très intéressant de voir ce que Henry Kissinger, qui a maintenant 100 ans, qui vient de le célébrer, vient de déclarer. Il vient de dire, avec réalisme, c'est un réaliste géopolitique intelligent. Il vient de dire « Nous nous trouvons dans la situation classique d'avant la Première Guerre mondiale, où aucune des parties ne dispose d'une grande marge de concession politique et où toute perturbation de l'équilibre peut avoir des conséquences catastrophiques. » Jusque-là, juste. Nous vivons dans un monde à la capacité de destruction sans précédent, avec l'intelligence artificielle et nucléaire. Jusque-là, juste. Puis il dit, comme il est un géopoliticien, jamais les Russes et les Chinois s'entendront. Ils ne s'aiment pas en réalité. Donc on va jouer leur dissension, comme lui-même l'avait fait avec Nixon entre la Chine et la Russie. Et il dit « Je n'ai jamais rencontré de dirigeants chinois disant du bien de la Russie. Les deux pays ne sont pas des alliés naturels. » Donc se diviser pour régner.
Et dans cette stratégie, ce qu'ajoute Kissinger, c'est pour établir une paix durable en Europe, l'Occident doit faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Alors voilà que ces gens, même lorsqu'ils sont intelligents, même lorsqu'ils sont réalistes, sont des géopolitiques. Donc ils pensent en termes qu'il faut combattre l'autre, rafler la plus grande partie de la mise, s'imposer, et c'est la pensée de l'oligarchie, et pas avoir un projet de développement mutuel et de croissance partagée. Alors évidemment, c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale vient de voter 413 milliards pour les armées. La loi de programmation militaire a été adoptée à une très très large majorité. Je crois que seul le Parti communiste et les FI ont voté contre. Donc voilà. Donc on a parlé de débats constructifs, mais tout ça s'inscrit dans cette logique de réarmement. Et à l'aplomb de ça, il y a la situation, évidemment, comme je vous l'ai expliqué souvent, il y a la situation économique et financière. Standard & Poor's vient de maintenir la note de la France en disant c'est très bien, la France a entamé un processus de réforme, il prévoit que la France réduise de 5% les dépenses des différents ministères en 2024 et de 10 milliards en 2023. Donc c'est la politique de l'austérité. Elle félicite la France, politique de réforme des pensions, en disant c'est un bon pas, c'est un petit pas, mais c'est un bon pas en avant dans cette politique d'austérité. Et ils ajoutent, la France bénéficie toujours d'un soutien gigantesque de la Banque Centrale Européenne, qui possède environ 20% de la dette française. Donc, c'est le signe de la dépendance, et que cette dépendance est prise en compte par ces agences de notation qui sont évidemment pas du tout indépendantes. Donc, elles disent à la France, il faut encore faire mieux, on prendra 18 mois pour voir vraiment quelle dette on donne à la France. Alors, dans quel contexte ? La Banque nationale, la Banque mondiale, vient elle-même de l'avouer. Elle dit « Les pays émergents sont exposés à un risque de tempête financière. Les hausses rapides des taux d'intérêt, comme celles auxquelles on a assisté aux États-Unis cette année, augmentent la possibilité d'une crise financière sans précédent dans les pays en développement. » Donc, évidemment, ils ne peuvent pas tenir, puisqu'on est en train de les piller, et que les États-Unis ont des taux d'intérêt élevés pour attirer les fonds vers les États-Unis. Et que les États-Unis ont passé 2 textes fondamentaux. Ces 2 textes fondamentaux sont Chips and Science Act, pour les microprocesseurs et surtout les semi-conducteurs, et l'Inflation Protection Act. Alors, ça fait dans le présent à peu près 600 milliards de dollars, mais en fait, c'est beaucoup plus. Potentiellement, c'est 2000 milliards. Donc, c'est énorme. Tout ça pour favoriser les produits américains. Parce qu'on favorisera de façon absolue les productions aux États-Unis. Et on veut que non seulement il y ait une domination financière, mais que la production se rapatrie aux États-Unis. Même TMT, l'entreprise de taïwanaise, qui est la meilleure pour la gravure des semi-conducteurs, on veut qu'elle se rapatrie aux États-Unis. Et on la contraint. Wang, qui est son fondateur, un taïwanais, il dit c'est fini le libéralisme, c'est fini ça. Les États-Unis imposent leurs lois, même à leurs amis et complices taïwanais. Et ils ne veulent pas que, en cas où Taïwan se rapprocherait de la Chine, que ces élections à Taïwan qui sont l'année prochaine seraient des gens plus proches de la Chine et que les Taïwanais vendent leurs semi-conducteurs à la Chine, ça ils ne veulent pas. Voilà ces apôtres de la paix qui créent les conditions d'une économie de guerre. Alors, les conditions, nous, en Europe, on est les premiers à en souffrir. Avec ces conditions favorables pour la production aux États-Unis et le coût de l'énergie extrêmement élevé en Europe, l'industrie allemande va là où elle trouve des conditions meilleures, c'est-à-dire vers les États-Unis. Donc on est en train de démanteler l'industrie allemande. C'est un rapport pourtant du groupe Europhile Euractiv qui le dit. Alors que 16% des entreprises de taille moyenne interrogées ont déjà pris des dispositions pour délocaliser une partie de leurs activités, les entreprises de taille moyenne allemandes, l'étude révèle que 30% d'entre elles envisagent de prendre des mesures concrètes pour suivre le mouvement. Alors l'énergie est trop chère en Allemagne,
et leurs grosses industries iront produire aux États-Unis. Et c'est le plan américain qui veut que l'Europe, la France, l'Allemagne et les autres pays soient soumis. Les États-Unis utilisent à la fois le levier énergétique, le plan d'énergie, et le levier fiscal en même temps. Et TSM, Maurice Chang, donc, que je mentionnais, eh bien, ils ne sont pas contents de voir aller aux États-Unis, ils sont obligés. Et les États-Unis favorisent Intel, Micron, Technologies, IBM, etc. Donc, voilà la situation. Alors, dans ces conditions, évidemment qu'on ne s'étonne pas que là où il y a des dépenses utiles pour nous, on n'ait pas les moyens. Parce que les moyens sont pillés. Nos moyens sont pillés. Par exemple, en termes de logement, on devait produire 450 000 logements par an, on en produit 300 000 en France. Donc, avec la hausse des normes, avec le coût de l'énergie, avec le coût des matières premières, le prix des logements a augmenté de 25%, dans un pays où on a besoin de logements. Alors, ce n'est pas seulement les logements, mais on prévoit 150 000 emplois en moins l'année prochaine et environ 300 000 emplois supprimés en tout l'année suivante. Donc voilà, on a cette crise du logement et on fait toute une série de petites mesures pour le logement qui n'ont pratiquement aucun sens. Elles sont insuffisantes. C'est des sparadraps sur un cancer. Alors, en termes choisis, disons, si on veut commenter cette situation, l'on procède à la monétisation et la socialisation des risques en Occident pour éviter la crise bancaire. En termes plus crus, on émet de la monnaie électronique sans rapport avec l'économie réelle pour sauver l'économie virtuelle spéculative. Pour sauver l'économie virtuelle spéculative. Donc le reflet sur le mur de la caverne, c'est que la hausse des cours de bourse continue, mais par exemple aux États-Unis, on a dit Standard & Poor's, elle est portée seulement par 7 ou 8 titres, comme ce sont les mégabanques qui vont absorber les petites. Donc les gros poissons mangent les petits, comme disait la fameuse gravure de Bruegel à la Renaissance. Et la bourse monte sans croissance des échanges. C'est une croissance virtuelle dans le vide. Et les échanges, eux, se concentrent de plus en plus sur le produit dérivé, sur tout ce qui est le plus spéculatif. Donc, tout est donc là pour produire un crack, un grand crash, par l'écart entre le virtuel et le réel, qui est de plus en plus énorme. Mais, pour l'instant, on procède à un nouveau tour de manège qui va rendre la chose encore plus grave, par le soutien des liquidités de banque centrale. Les actifs de la Réserve fédérale américaine ont bondi de 364 milliards en 3 semaines pendant la crise bancaire de mars. Et les actifs des fonds du marché monétaire ont bondi de près de 500 milliards au cours des 3 dernières semaines, une hausse de 48% sans précédent. Donc on crée de la fausse monnaie. Et c'est avec ça qu'on entretient un système de spéculation de plus en plus spéculatif, sous l'œil complaisant des États qui sont dominés par les intérêts financiers. Comme l'a dit Jacques de la Rosière, qui n'est pas un révolutionnaire, loin de là, il a dit lui-même, ce sont les spéculateurs financiers et les financiers qui mènent le monde, c'est cette oligarchie qui mène le monde, ce ne sont plus les États. Et c'est très grave, parce qu'ils ne sont plus dans le secteur qui fait des productions, qui produit humainement, réellement. Ils sont dans le secteur qui est de virtuel, mais qui est aussi, ce virtuel est basé sur une domination qui, à un certain moment, a recours à la police et à l'armée. Donc nous allons de plus en plus dans cette direction. Nous avons un schéma de Ponzi, ou plutôt de type, je ne dirais pas, comme l'expérience de John Lass sous la Régence, ou comme les assignats sous la Révolution. C'est le type de système dans lequel on est dans le monde. Et Rosa Luxembourg disait que dans ces conditions, il se crée un ferment de grève de masse. Ça ne veut pas dire une grève, mais les gens en veulent plus. Beaucoup ne veulent plus travailler, d'autres veulent se battre, d'autres n'ont plus de repères. Et c'est une situation de désordre qui peut à la fois amener un sursaut, mais qui peut en même temps entraîner une chute dans un gouffre, comme c'est passé après 1932 en Allemagne. Donc c'est le domaine, comme
l'appelait Marx dans un dernier livre du Capital, et aussi Roland Luxembourg, c'est le domaine du capital fictif. C'est un capital qui n'est pas lié au monde physique. Avec mon ami Lyndon LaRouche, on avait établi une politique, et lui-même a écrit beaucoup d'ouvrages fondamentaux sur cela, une politique de l'économie physique réelle, humaine, qui permet de transformer et d'élever la nature pour accroître la capacité d'accueil d'êtres humains, ce qu'il appelait le potentiel de densité démographique relative. C'est quelque chose qui est contraire à l'esprit même du malthusianisme, à l'esprit même de ceux qui disent ce monde est trop peuplé, à l'esprit même de Jean Covici, dont la bande dessinée a vendu à 600 000 exemplaires, qui est pour le nucléaire, mais seulement parce qu'il pense que ça ralentira la décroissance, et il pense dans ce monde trop peuplé, il faut que les gens, il a écrit, de plus de 70 ans et qui ont des maladies chroniques ne soient pas soignés. Voilà l'état d'esprit de l'oligarchie dans une de ses nombreuses émanations. Je ne pense pas que le pauvre Jean Covici n'est qu'un des éléments. Il n'a pas de pouvoir directif, mais ce qu'il fait a du succès parce qu'il joue sur ce pessimisme. Il joue sur cette idée que le monde fini commence. Alors, le but, à partir de cela, c'est d'imposer peu à peu un régime d'ordre. Dans un système dans lequel la violence est faite au nom d'un néolibéralisme, à un moment, ça ne suffit plus. Il faudra une violence faite au nom d'un système plus total, plus totalitaire. Et c'est dans cette phase qu'on se trouve. Ou bien on bascule dans cela, et avec différentes formes, différentes nuances, des plus extrêmes, des moins extrêmes, comme le Front National, le Rassemblement National, pardon, c'est encore plus dangereux. Donc on est dans ce domaine-là. Et le plan B de l'oligarchie, qui jusqu'à maintenant a été ce système de dictamol dans lequel nous vivons, deviendra de plus en plus une dictature, avec ceux qui voudront bien aller. Et c'est là où on en est. Donc, au système anti-autoritaire, soi-disant anti-autoritaire dans lequel on est, sera un système de violence organisée. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé en France avec la loi sur les retraites, la réforme de la loi sur les retraites, la réforme du système de retraite, c'est très caractéristique. On applique l'article 40, c'est-à-dire qu'un régime ayant usé et abusé et déformé la Constitution de la Ve République, ce régime, avec les moyens d'une légalité formelle, on vient à contester, à bafouer la volonté légitime du peuple, de la majorité. C'est les articles 49.3, 47.1, 40 et 44.3, mais 40 en particulier. Et Yaël Braun-Pivet, qui vicieusement avait dit non, il faut laisser le Parlement à libérer, mais maintenant, en fin de course, il ne faut pas que le Parlement se prononce parce qu'il y a l'article 40 et on ne peut pas faire de dépenses sans la contrepartie de recettes, et ce n'est pas le cas. Alors, les autres ont dit oui, mais on a fait des textes qui font la contrepartie. Oui, ces textes ne correspondent pas logiquement à l'ensemble. Bref, les sophismes pour imposer une politique contre l'intérêt légitime et la volonté du peuple. Or, l'esprit de la Ve République, c'était si le peuple rejette le pouvoir, on lui demande ce qu'il pense des législatives, de Gaulle en juin 68, et on reste si on gagne, et ou le référendum, de Gaulle en avril 69, et on part. C'est ça la Ve République. Là, on reste. Le régime a perdu le mandat du peuple aujourd'hui, et il utilise les lois pour bafouer le mandat du peuple, rester en place. Donc c'est une économie dans laquelle on est à un point décisif, ou bien l'économie de guerre bascule en situation de guerre tout court, sociale et militaire, ou bien un sursaut du peuple inspiré par de nouveaux résistants et de nouveaux Français libres. C'est l'esprit du Conseil national de la résistance à l'intérieur, l'esprit du traité de Westphalie à l'extérieur, et la France
aurait la possibilité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'on a 5 sièges permanents, de défendre le Sud planétaire qui ne peut plus supporter cette situation de colonialisme, d'impérialisme et de destruction. Justement, ce que dit la Banque mondiale, qui elle-même est obligée de l'avouer, cet argent qui sort des pays du Sud et qui est capturé par l'oligarchie financière, qui ne représente pas les États-Unis, qui représente les forces qui occupent les États-Unis, qu'on appelle l'État profond, ça ne veut rien dire. L'oligarchie financière, c'est un nom bien précis, et elle est malthusienne, et elle est attachée à la possession et à tout ce qui permet d'éviter que le peuple ait son mot à dire. Elle veut garder pour elle le pouvoir, et certains ne savent même pas ce qu'est le peuple, et d'autres se plaisent à le bafouer. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Alors, dans cette situation, il se passe beaucoup de choses en France. J'en mentionnerai très peu. Je dirais qu'après qu'on ait vu que la personne qui m'avait si maltraité, Frédéric Aziza, se trouve être l'homme qui organise la page 2 du Canard enchaîné, les ragots, les pressions sur les uns et sur les autres, c'est pas très joli comme occupation. Après cela, on voit que Nicolas Miguet, qui avait empêché ma candidature présidentielle en 2002, par toutes sortes de calomnies et d'un journal de bourse adressé au maire, maintenant se trouve coincé dans l'affaire du casino, où on voit que celui qui dirige le casino, Jean-Charles Naouri, payé de l'aveu même de Nicolas Miguet, 20 000 à 30 000 euros hors taxe par mois pour des conseils. Les conseils, c'était dans ce société de bourse. Nicolas Miguet disait du bien de l'action du casino et a empêché qu'elle s'effondre. Donc finalement, elle s'est quand même effondrée. Donc voilà. Et dans cette France-là, la discussion commence à apparaître. On discute sur la perte de l'autorité. Comment l'autorité disparue justifie qu'on bafoue l'intérêt du peuple. Une autorité dans laquelle certaines professions ont perdu l'immunité dont elles disposaient. Les profs, la police, les gardiens de la paix, qui étaient réputés servir l'intérêt général, et maintenant même les pompiers et les médecins. Et on voit des jeunes tueurs de 18 ans à Marseille qui tuent plus de 10 personnes, comme ça, par profession, cette violence qui se déchaîne. Donc on voit de plus en plus une contestation en répétant, pour beaucoup sans le savoir, ce que disait Jaurès, que dans ces cas-là, c'est la loi qui libère lorsqu'elle est juste et qu'on la suit, et lorsqu'elle est appliquée, lorsqu'on est sûr qu'elle sera appliquée. Le fait qu'on soit sûr qu'elle soit appliquée importe beaucoup plus que la gravité de la peine. Si on décide qu'il y a une loi, elle doit être appliquée, la peine doit être appliquée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette situation aujourd'hui, avec le mensonge partout, les liens avec la Russie du Rassemblement national pris à son propre piège à l'Assemblée nationale, mais on ne parle pas des liens des autres avec l'oligarchie financière anglo-américaine. Tout le monde a ses liens, tout le monde est contrôlé. Ingérence russe et chinoise, à longueur de journée dénoncée un peu partout, en particulier dans l'Obs, mais on dit l'autre guerre, les Chinois et les Russes nous espionnent, ce qui est vrai, mais que les Américains nous espionnent, alors ça rien, ce sont nos amis. Donc on est de ce côté de l'oligarchie financière, et la situation, c'est qu'on a laissé partir le nucléaire, on a laissé vendre notre industrie à la découpe, et que l'inflation, la principale victime, en sont les épargnants et les consommateurs. Donc dans cette situation, nous réagissons. Est-ce que le tract que nous avons fait pour les manifestations s'appelle « Reprenons le contrôle de l'argent, non à l'économie de guerre, non à la casse sociale ». Non à la casse sociale. Et nous avions des portraits d'Ambroise Croizat, que personnellement je respecte beaucoup pour toute l'œuvre qu'il a faite entre 1945 et 1947, notamment la sécurité sociale. On avait des portraits se moquant de Margaret Thatcher et d'Emmanuel Macron. Et le tract disait « Reprenons les commandes, reprenons le contrôle de l'argent et du crédit, reprenons le contrôle de la Banque de France. Nous sommes un pays occupé par la finance et le bruit médiatique. Nous ne pouvons plus accepter que de plus en plus de vies soient bousillées. Pour nous libérer, retrouvons le souffle et la politique de la résistance et de la France libre au couloir du XXIe siècle. »
Eh bien, c'est en distribuant ce tract que des hommes de main se sont rués sur nos militants, qui sont absolument non violents, pour fracasser le matériel et nous menacer physiquement en nous traitant de fachos. Alors vous voyez, ce tract, traiter quelqu'un de facho, mais c'est du délire. C'est de la basse police pour empêcher que les idées que nous défendons puissent être entendues et que la provocation violente sur la violence eh bien, crée un rejet dans la population de tout ce qui pourrait être en mesure de changer la situation, tout ce qui pourrait être révolutionnaire. On discrédite l'opposition de cette façon. Et les institutions de basse police, évidemment, s'évertuent à le faire. Alors, aussi, nous avons salué l'initiative du Vatican, du pape François, et le cardinal Matteo Zuppi, qu'il a nommé, qui est le président de la conférence des évêques italiens, pour essayer de créer les conditions d'une paix. Il est allé à Kiev, il va à Moscou. Donc il y a ces efforts-là. Il y a les efforts de Lula au Brésil. Il y a les efforts de 6 chefs d'État africains, dont le Sénégalais, celui d'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc nous soutenons tout ce mouvement pour la paix d'un Sud qui n'en peut plus d'être pris au jeu, où il perd toujours, de confrontation de blocs. Donc la France devrait jouer ce rôle-là aux Nations Unies. Et nous devions être ceux qui défendent la paix. Nous avons réuni une conférence internationale, une coalition internationale pour la paix, avec 25, sur Zoom, 25 représentants d'organisations pour la paix dans le monde, le 2 juin. Et nous avons défendu toute cette politique avec une déclaration, toute cette politique de paix, avec y compris les 12 points de paix de la Chine, qui ne vont pas assez loin, mais qui sont un premier pas intéressant, important. Nous avons fait une déclaration fondatrice de la coalition internationale pour la paix, en disant le danger de guerre nucléaire s'est aggravé à tel point qu'aucun être humain conscient de la situation ne peut plus l'ignorer. Il faut que nous réunissions pour que les principes fondamentaux pour instaurer une paix durable passent par la sécurité de chaque nation et le dialogue en vue des objectifs communs de l'humanité. C'est dans l'esprit de ce que j'avais dit lorsque François Hollande, dans ce qu'il a appelé le plus beau jour de sa vie, s'est rendu au Mali en 2013. Le 25 janvier 2013, j'avais dit qu'on arrête les djihadistes qui sont en train de se lancer sur Bamako et que l'armée malienne n'est pas capable d'arrêter. Oui, mais qu'à ce moment-là, on fasse du développement économique, qu'on envoie le génie civil, le génie militaire développer le pays, mettre à la disposition du Mali tous les moyens de son développement. On ne l'a pas fait. Donc nos soldats, avec Serval, avec Barkhane, qui ont fait leur métier très bien, n'ont pas eu derrière le soutien de tout un développement, de toute une politique économique d'émancipation, de toute une politique de formation et d'éducation dans le pays. On voit au Mali une situation atroce de sous-développement. Donc on a payé. Et on est parti, on a été chassés. Voilà. Et les Américains, comme les Américains ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées depuis 1945, il y en a 24, si on fait le bon compte. Nous avons perdu notre influence dans ce qui étaient nos anciennes colonies, parce que nous avons fait un néocolonialisme qui est parfois pire que le colonialisme. Donc il faut changer complètement de politique. Je l'avais dit en disant il faut libérer les pays africains du franc CFA, qui favorise chez eux les importations et pas les productions nationales. C'est une question de libération, c'est une question de liberté, c'est une question d'avenir. Et nous organisons surtout, avec l'Institut Schiller, une conférence les 8 et 9 juillet. Face au risque de nouvelles guerres mondiales, les pays européens doivent coopérer avec le Sud planétaire. Donc la France d'abord, mais les pays européens ensuite, dans un ordre stratégique mondial en plein bouleversement économique. Au lieu de conduire à la fin de l'histoire, disons-nous, comme le prédisait ou le prévoyait Francis Fukuyama lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, la tentative d'imposer le système néolibéral au monde entier s'est retournée contre ce système dont l'échec est désormais manifeste. Mais, comme je l'ai dit souvent, un système blessé devient très dangereux parce qu'il cherche par tous les moyens à survivre, en devenant de plus en plus destructeur. Donc nous devons assurer la paix par le développement mutuel,
la croissance par le développement mutuel et redevenir optimistes en ce sens où nous devons croire que l'être humain a joué dans son histoire, pas seulement le croire, mais le constater, un rôle d'amélioration de la vie, d'amélioration de ses capacités créatrices, et qu'il doit continuer à le faire. Et c'est cela, la capacité d'accueil que nous devons créer dans le monde. Et aujourd'hui, cette capacité d'accueil est en train de diminuer. Elle n'est pas capable même de maintenir la production pour un monde juste pour les gens qui s'y trouvent aujourd'hui, d'où il y a un recul des naissances, d'où il y a un malthusianisme. Et il faut recréer un esprit dans lequel les êtres humains puissent croire à leur avenir, que l'avenir de leurs enfants sera meilleur que le leur, et qu'ils feront mieux qu'eux, et que ceux qui nous succèdent, nous autres, feront mieux que nous. À ce moment-là, oui, on peut organiser ce sursaut qui est si nécessaire. Je voulais vous dire aujourd'hui, en vous demandant de faire tout ce que vous pouvez pour aider à ce sursaut, je dirais bien avec nous, mais même sans nous, de le faire par tous les moyens, et de le faire en créant un dialogue, en créant un débat. Écrivez-nous, parlez-nous. Vous savez, il n'y a pas assez de paroles dans ce monde-ci. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de chocs, mais la parole, l'échange qui fait sens disparaît, comme il disparaissait à la fin de la République de Weimar en 1932. Et c'est cela qui m'inquiète. On doit rétablir entre êtres humains des discussions, des conversations basées sur l'avenir, sur l'amélioration, sur ce qu'on peut faire pour cette société, en devenant et en s'apercevant qu'en le faisant, on devient révolutionnaire. C'est ce que je vais vous dire ce soir.